D'un point de vue sociopolitique, l'Amérique latine est une région apparemment homogène. On y parle espagnol presque partout, les religions chrétiennes prédominent et la plupart des pays ont une histoire assez similaire depuis leur indépendance. Et malgré ces spécificités, c'est plus ou moins la même chose pour le Brésil. Politiquement, on est généralement sur des régimes présidentiels, de gauche ou de droite, mais avec une caractéristique qui revient souvent, le populisme. Pourtant, les similitudes s'arrêtent quand on parle d'économie. Dans ce domaine, la région est très mal intégrée et les politiques sont variées. On passe d'un Pérou prudent dans le contrôle des comptes publics, au socialisme cubain, au crypto-populisme d'El Salvador ou à la Banque centrale argentine qui fait tourner la planche à billets. Mais malgré tout, plusieurs projets d'unification monétaire ont été proposés ces dernières décennies. Serait-ce la naissance de l'euro latino-américain? On regarde ça. Tous d'accord, la monnaie est un élément essentiel pour toute l'économie, même si certains pays n'ont pas leur propre monnaie. Il existe dans le monde quelques zones monétaires qui regroupent plusieurs États, tels que l'euro pour une bonne partie de l'UE, ou encore la zone franc pour l'Afrique de l'Ouest. Les membres cèdent une partie de leur souveraineté et adoptent une monnaie commune pour les affaires courantes ou les relations commerciales entre les pays membres. Ça peut se produire de deux manières. Dans le premier cas, on forme des unions formelles et convenues. C'est le cas par exemple de l'Union européenne et de l'euro, même si c'est vrai que tous les membres de l'UE n'ont pas adopté la monnaie en question. Le dernier pays en date à avoir rejoint l'Union monétaire européenne, c'est la Croatie, le 1er janvier 2023. Dans le deuxième cas, on forme des unions informelles où l'on adopte une monnaie étrangère de manière unilatérale. Dans ce cas, la souveraineté monétaire est cédée à un pays tiers dont la banque centrale est considérée comme plus fiable. C'est le cas des pays dollarisés comme l'Équateur, El Salvador ou Panama qui font plus confiance à la Fed états-unienne qu'à leur propre capacité à réguler via leur banque centrale, leur monnaie et leur système bancaire. Ce sont évidemment de longs processus, surtout quand on parle d'union formelle. Et chaque pays doit remplir certaines conditions pour que les choses fonctionnent correctement. Un faible taux d'inflation, un déficit budgétaire maîtrisé, des contrôles stricts sur les niveaux d'endettement et une politique de taux d'intérêt. Je rentre pas plus en détail pour l'instant, c'est suffisant de savoir les grandes lignes de ce que sont les zones monétaires. Alors pourquoi l'Amérique latine réfléchit à une monnaie unique? On jette un œil. Amérique centrale, un projet pionnier mais tombé à l'eau. Le 25 février 1964, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et le Nicaragua signent l'accord pour la création de l'Union monétaire centra-américaine. De fait, il y avait déjà un secrétariat d'intégration économique centra-américain. La CIACA avait été instaurée par un traité régional en 1957 et avait mené à la création d'une unité de compte commune aux pays membres pour mesurer les flux commerciaux dans la région, le peso centra-américain. Ce peso équivalait au dollar, mais ce n'était qu'une unité de compte, un peu comme l'écu pour les communautés économiques européennes. Bref, avec cet accord de 64 pour la création d'une union monétaire centra-américaine, les banques centrales des pays membres étaient invitées à s'intégrer à un système bancaire central centra-américain dirigé par un conseil monétaire centra-américain. Les mécanismes de coopération établis par les banques centrales indiquent la nécessité et l'opportunité d'adopter des mesures tendant à réaliser par étapes l'intégration monétaire de l'Amérique centrale. Quatrième point de l'accord pour l'établissement de l'Union monétaire centra-américaine de 1964. Alors même s'il s'agit d'une initiative pionnière dans la région, la dépendance de ces économies centra-américaines à l'égard des États-Unis, leur concurrence entre elles puisqu'elles produisaient toutes à peu près la même chose, coton, sucre, café, viande bovine, et enfin les dictatures et les guerres civiles interrompent vite le projet. Ces pays d'Amérique centrale plongent dans des guerres civiles meurtrières, comme par exemple la révolution sandiniste au Nicaragua, le conflit armé guatémaltèque ou la guerre civile salvadorienne. En 1974, un nouvel accord monétaire régional est conclu avant d'être modifié dans les années 90 et créé un nouveau conseil monétaire commun dirigé par les banques centrales du Costa Rica, d'El Salvador, de Guatemala, de Honduras et du Nicaragua. Leur objectif, conseiller et accompagner les différents gouvernements sur les réformes nécessaires à l'établissement d'une monnaie commune. Le Conseil appelle à une coordination et une harmonisation étroite des politiques monétaires avec les politiques budgétaires, d'intégration et de développement économique des pays d'Amérique centrale. Article 39 de l'accord monétaire centra-américain de 1999. En 2002, la République dominicaine rejoint cet accord sous la pression des États-Unis. Washington n'accepte de signer cet accord de libre-échange avec l'Amérique centrale qu'à la condition qu'elle accepte dans ses rangs la République dominicaine. Mais même comme ça, on n'entend plus jamais parler de cette monnaie. D'ailleurs, 2 ans plus tôt, El Salvador avait déjà dollarisé son économie. Aujourd'hui, le conseil basé à San José au Costa Rica est essentiellement un forum de dialogue. On peut malgré tout donner du crédit à cette initiative qui était vraiment pionnière pour l'époque. Le socialisme du XXe siècle contre la dictature du dollar.
Selon les estimations de la Réserve fédérale, entre 1999 et 2019, le dollar représentait 96% du chiffre d'affaires commercial du continent américain. Ni le rouble, ni le yuan, ni l'euro n'ont su supplanter le dollar sur cette zone. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais pour le socialisme du 21e siècle, un mouvement dirigé par Hugo Chávez, c'est une réelle dictature du dollar. Et il se lance dans une croisade contre les billets verts, ce qui est paradoxal puisque la quasi-totalité des exportations du pays était du pétrole acheté par les États-Unis et donc vendu à double titre en dollars. El imperio del dólar. Mira, el mundo es víctima del imperio del dólar entre tantos. Un día me dijo Fidel Castro, Chávez, mira, Estados Unidos ha comprado medio mundo con puros papeles. Papeles que no tienen sustentación económica. Pues llegó la hora. Nosotros tenemos la idea, y por primera vez la voy a comentar en público, de una moneda internacional que a mí me emociona la sola idea. El petro. Pour mettre fin à cette prétendue dictature monétaire, Chávez envisage plusieurs solutions pour arrêter d'utiliser le dollar dans ses transactions commerciales. Et en 2009, un système unitaire de compensation régionale est mis en place. On l'appelle souvent Sucre en référence au héros de l'indépendance latino-américaine Antonio José Sucre. Octobre 2009, le Venezuela et la Bolivie lancent le Sucre. Les deux pays lanceront le nouveau système de paiement des compensations créé le week-end dernier par les pays de l'ALBA. C'est pas une monnaie en soi, mais un système de paiement avec un taux de change de 1,25 $ pour chaque sucre, ce qui découpe l'utilisation de la devise états-unienne dans les importations et les exportations des pays membres entre eux. C'est surtout symbolique. Techniquement, les pays membres n'opèrent plus en dollars. En gros, dans l'unité de compte de chaque banque centrale, on n'enregistre pas le montant en dollars mais en sucres, même si au fond, le sucre est adossé au dollar. Initialement, le système est mis en place par les membres de l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, une organisation qui, à l'époque, regroupe le Venezuela, Cuba, la Bolivie, l'Équateur et le Nicaragua et mène la bataille contre la domination économique des États-Unis. El sucre es un sistema único de compensación regional y eso comenzará siendo una moneda virtual. Depuis 2010, l'appareil de propagande chaviste met le paquet pour vendre les mérites du sucre, décrit comme le mécanisme parfait pour rapidement remplacer le dollar. Septembre 2011, Chávez appelle à la création d'une monnaie latino-américaine face à la dictature du dollar. Mais le sucre n'a jamais réussi à se développer en tant que monnaie. Il est resté un système alternatif au dollar malgré les persistances de Chávez. El sucre, algún día el sucre, yo me imagino que el sucre será físico, Rafael. Moneda física, ¿por qué no? Hasta ahora es virtual. Pero yo quiero, oye, que mi palabra ojalá pueda incentivar a que juguemos duro con el sucre, no seamos mezquinos. Es un mecanismo maravilloso, ustedes lo conocen. Nos estamos liberando de qué, de la dictadura del dólar a nivel international. La personne que l'on vient de voir aux côtés de Chávez, c'est Rafael Correa, l'ancien président de l'Équateur, un des pays qui a le plus utilisé le sucre. Entre 2011 et 2016, le pays a exécuté pas moins de 6319 transactions par le biais de ce programme, soit près de l'équivalent de 3 milliards de dollars US. Et ses dirigeants ont su en tirer les bénéfices. Ce qui était à l'origine conçu comme un système multilatéral d'indemnisation de paiement fonctionnait en réalité comme un mécanisme d'exportation pour la plupart fictif et survalué de l'Équateur vers le Venezuela, qui servait en outre à canaliser les opérations liées au blanchiment d'argent, à l'enrichissement illicite et au détournement de fonds. Extrait du rapport de la Commission permanente spécialisée de surveillance et des contrôles politiques, rapport numéro CEPFCP 2021-2023-002. Depuis 2015, le système judiciaire et diverses enquêtes de l'Assemblée législative équatorienne ont identifié plusieurs filouteries de blanchiment d'argent réalisées grâce au sucre. Prudence et précaution, le marché intégré latino-américain. On fait une petite parenthèse. L'intégration économique en Amérique du Sud porte essentiellement sur deux organisations. Le marché commun du Sud, appelé Mercosur, qui regroupe l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, le Paraguay et le Venezuela, même s'il est officiellement suspendu depuis 2019. L'autre, c'est l'Alliance du Pacifique, avec le Pérou, la Colombie, le Mexique et le Chili, qui, en 2011, forment le marché intégré latino-américain, connu sous le nom de MILA, un projet qui n'a ni une monnaie, ni un système de paiement. Avec l'Alliance du Pacifique, les choses avancent très lentement, mais le MILA est un premier pas vers une véritable intégration financière
et économique visant à unifier, non pas les monnaies, mais les marchés de capitaux. Le projet rassemble actuellement plus de 700 entreprises, représente plus de 40% du PIB de l'Amérique latine et des Caraïbes et 38% du total des flux d'investissements étrangers directs dans la région. Faut dire que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de projet concret d'union monétaire, mais la stabilité relative des membres de l'Alliance et leur degré d'ouverture et de liberté économique pourrait le suggérer dans un futur proche. Mais on n'y est pas encore. On referme les parenthèses. Le dernier pari en date, entre tango et samba. En avril 2019, une importante rencontre réunit Nicolás Duhovne, ministre de l'économie argentin de l'époque, et son homologue brésilien Paulo Guedes. Cette rencontre a lieu à Washington, entre autres rendez-vous avec le FMI et la Banque mondiale. Elle avait pour objectif de discuter du peso real, une monnaie commune gérée par Brasilia et Buenos Aires à laquelle les autres pays du Mercosur pourraient éventuellement adhérer. Avoir une monnaie commune à toute l'Amérique latine serait très bien. Je crois que dans 15 ans, il y aura 4 ou 5 grandes monnaies dans le monde. Dans 15 ans, il y aura les dollars, l'euro, les renminbi chinois et j'espère qu'il y aura le vrai peso. Je pense que nous allons nous retrouver avec une monnaie commune à l'avenir. Paulo Guedes en juillet 2019. Pourtant, plusieurs mois après cette déclaration audacieuse, le président argentin Mauricio Macri, de droite libérale, perd les élections et cède sa place à Alberto Fernández, un péroniste de gauche, en lui laissant un pays en faillite, ce qui est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Le projet, il est mis en stand-by, entre autres parce que c'est pas l'amour fou entre Fernández et Bolsonaro. Bolsonaro et Fernández échangent des insultes malgré l'interdépendance du Brésil et de l'Argentine. Mais cette fois-ci, c'est une autre élection, celle du Brésil, qui remet la question sur le tapis. Le SUR, une monnaie comme promesse de campagne. Le banquier Gabriel Galípolo et l'ancien candidat du parti des travailleurs Fernando Haddad, battu en 2018 par Bolsonaro, veulent créer le SUR, une monnaie régionale dont l'émission se ferait par une banque centrale sud-américaine. Cette banque tournerait grâce aux apports de ses pays membres au prorata de leur part dans le commerce régional. La capitalisation se ferait avec les réserves internationales des pays et ou avec une taxe sur l'exportation des pays extérieurs à la région. La nouvelle monnaie pourrait être utilisée à la fois pour les échanges commerciaux et les flux financiers entre les pays de la région. Fernando Haddad et Gabriel Galípolo en mai 2022. Lula a même incorporé la question à sa campagne présidentielle. Si Dieu le veut, nous créerons une monnaie en Amérique latine car nous ne pouvons pas rester dépendants du dollar. Luis Inácio Lula da Silva. En principe, le SUR est plus complexe que le peso real, mais ce qui fera vraiment la différence, c'est que la situation en Argentine est plus du tout la même aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2019. En 2022, le peso argentin est l'une des devises les plus dévaluées au monde avec une inflation proche de 100%. Et c'est sans doute pour ça qu'en juillet dernier, l'ex-ministre de l'économie a déclaré: J'ai parlé pendant plus d'une heure avec le ministre Guedes et un point central de la discussion a été la mise à jour des transactions avec les monnaies locales. Daniel Scioli, 14 juillet 2022. Les réserves de la Banque centrale argentine sont au plus bas. Et pour les Argentins, toutes les alternatives au dollar sont bonnes à prendre. 25 septembre 2022. Les députés débattent de la possibilité de parvenir à une monnaie unique avec le Brésil. Le projet qui soutient la création de cette monnaie a été présenté par l'opposition, mais à l'approbation du parti au pouvoir. Évidemment, c'est pas le meilleur contexte pour se lancer dans un énorme chantier comme celui d'une unification monétaire. Et même si on comprend l'enthousiasme argentin, c'est pas surprenant que le Brésil freine le projet. Mettre la charrue avant le bœuf. L'Amérique latine est homogène en apparence, mais avec très peu de consensus, des inégalités extrêmement fortes et des gouvernements souvent fragiles, ce qui facilite pas la mise en place d'une monnaie commune, même si l'idée fait l'unanimité autant à gauche qu'à droite. Mais gardons en tête que contrairement à ce que certains dirigeants de la région semblent penser, chaque pays doit avoir une économie stable avant de pouvoir se lancer dans un projet d'unification monétaire et pas l'inverse. Aujourd'hui, les plus fervents défenseurs de cette monnaie commune semblent la voir comme une solution face à des problèmes structurels comme celui d'une inflation chronique. C'est vrai qu'une monnaie commune peut aider à faire baisser le taux d'inflation, générer la croissance et réduire l'incertitude des marchés. Oui, elle peut favoriser plus de prospérité, mais elle ne peut pas la garantir. Surtout si elle est lancée dans un tel contexte de déséquilibre. Si des règles claires étaient établies avec une autorité monétaire totalement indépendante qui lutte efficacement contre les dérives inflationnistes, alors le respect des contraintes en matière d'endettement externe et de déficit public serait possible. Et les épargnants tout comme les investisseurs gagneraient en sécurité juridique. Mais combien de pays pourraient faire confiance à une monnaie sur laquelle ils n'ont pas le contrôle ?
Maintenant, à toi. L'Amérique latine va-t-elle réussir à lancer sa monnaie commune? Les dirigeants latino-américains accepteraient-ils de perdre en souveraineté monétaire? Le Brésil est-il capable de mener un tel projet à court terme? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as kiffé la vidéo, oublie pas de la liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Merci de suivre Diplo, ciao et hasta luego.